6 hommes sont entrés dans les grottes étroites de Moss Dale pour un important travail de cartographie, pensant vivre une journée d'aventure dans les tunnels profonds. La réalité à laquelle ils allaient en faire face est absolument stupéfiante. Voici le récit fatal de la tragédie de spéléologie de Moss Dale. En juin 1967, 10 explorateurs sont entrés dans les grottes de Moss Dale pour explorer et dégager des passages profonds en vue d'une cartographie approfondie. Les passages n'étaient pas bien documentés selon les normes de la spéléologie, mais les deux chefs du groupe étaient confiants de pouvoir guider le groupe prudemment. Dave Adamson, 26 ans chef du groupe, et son ami Jeff Boireau avaient déjà exploré Moss Dale plusieurs fois. Ce réseau de grottes n'était pas vraiment une grotte touristique. Il y avait peu d'endroits où l'on pouvait se tenir entièrement debout. C'étaient surtout des rampements éprouvants ou des passages étroits à travers des espaces humides remplis de rochers et de boue. C'est pourquoi, après quelques heures, 4 membres du groupe, 2 hommes et 2 femmes, ont fait demi-tour comme prévu. La fiancée de Dave Adamson était une spéléologue occasionnelle. Morag Forbes était ravie de se marier avec Dave dans moins d'un mois. Les aventuriers, prévoyant une journée légère d'exploration, sont sortis de la grotte vers 5 heures. Le ciel était couvert, mais sans menace apparente. Dave, Jeff et leurs 4 amis spéléologues poursuivaient leur exploration en profondeur, équipés de matériel et d'outils. Colin Vickers, John Ogden et Bill Frakes étaient un d'éminents spéléologues. À seulement 17 ans, Michael Ryan était le plus jeune membre. À ce moment, les hommes entamaient leur progression à travers le passage du phare marathon. Ce tunnel claustrophobe a la longueur de 3 terrains de football, soit plus de 900 pieds d'une enquête de roches étroite avec un léger filet d'eau au fond. Le passage du phare marathon ne peut être traversé que dans un seul sens car il ne mesure que 45 cm sur 36 mètres, à peine assez d'espace pour qu'une personne de taille moyenne s'y faufile. Imaginez ramper dans un espace à peine plus grand que l'écran de votre ordinateur, les épaules coincées vers l'avant, sans pouvoir écarter les bras ni atteindre votre taille ou vos jambes. Faire demi-tour est impossible. Une fois engagé, vous êtes bloqué pour au moins 1 heure. Le Nair Marathon et le phare marathon sont chacun des rampements de 274 mètres de long. Il y a une petite zone de 1,50 m entre les deux où un spéléologue peut se redresser partiellement avant d'entamer la section suivante. Dans la dernière section du phare marathon, les hommes doivent franchir un passage très étroit dû à un rétrécissement supplémentaire. Le but était d'atteindre la prochaine partie du réseau de grottes afin de dégager les passages pour de futures cartographies. À ce moment-là, Morag était revenu à l'entrée pour voir si les hommes avaient terminé, mais elle n'a vu aucun signe indiquant que les spéléologues sortaient. La pluie avait commencé à tomber, mais rien d'alarmant. Sous terre, ils se préparaient à dégager les passages, mais ils ont remarqué que les ruisseaux avaient augmenté et que le niveau de l'eau souterraine montait légèrement. Cela aurait attiré leur attention, mais n'aurait peut-être pas été perçu comme une réelle menace pour leur mission. Les niveaux d'eau sont devenus alarmants à un moment donné. Les hommes auraient entendu le volume croissant du courant et auraient également senti l'eau monter à leurs pieds. Étant à 3 heures de l'entrée, ils ont décidé d'arrêter leur travail pour la journée. Dave connaissait parfaitement ce système de grotte. Ils étaient donc certains qu'ils sauraient quand les guider dehors sans danger. Malheureusement, ils n'avaient aucune idée de la quantité d'eau qui arrivait vers eux. Morag était retournée à l'entrée de la grotte une dernière fois à 9 heures. Elle était horrifiée de voir un lac d'eau s'être formé autour de l'entrée des grottes. Elle était totalement submergée et inaccessible. Sa peur et son désespoir ont provoqué une course effrénée de 5 km pour trouver de l'aide. Les hommes remontaient le passage du marathon lointain. Malgré la montée des eaux, ils durent se réfugier rapidement dans une chambre à l'étage supérieur. Cette distance dans une chambre confinée avec un fort courant d'eau arrivant sur eux était probablement source de panique. Leur expérience leur dictait de traverser cette réalité intimidante avec calme et efficacité. Évidemment, ils émergeraient tant de l'autre côté dans une pièce plus élevée. Le jeune Michael et le vétéran Jeff furent les 2 premiers à se faufiler dans la section étroite du début du retour. Un corps pouvait à peine passer par certaines parties de ce passage. Les spéléologues devaient littéralement se faufiler contre la roche et se hisser en avant uniquement avec la force de leurs bras. Leurs bottes en caoutchouc frottaient contre les parois pour les aider à avancer le plus vite possible. Cette fois, l'eau leur arriverait directement au visage au lieu de les suivre par derrière. Jeff Boireau connaissait bien le flux et le reflux de l'eau dans Moss Dale.
Il savait qu'un effort rapide et une longue course permettraient à lui et à Michael de franchir en sécurité le passage risqué et d'atteindre la grande chambre au-dessus. Les 4 autres hommes auraient rassemblé leur équipement, prêts à entrer à leur tour dans Far Marathon. Le débit de l'eau s'intensifiait de manière alarmante. Dave Adamson était convaincu de savoir où attendre la fin de la crue soudaine provoquée par l'orage. Les spéléologues expérimentés entamèrent leur progression rapidement. Jeff et Michael luttèrent contre le flot d'eau dans le passage étroit. Elle s'éleva au-dessus de leurs mains et de leurs épaules. Ils cherchèrent là-bas la fissure la plus haute du tunnel pour y lever leur visage tandis que l'eau s'y engouffrait. Michael aurait demandé à Jeff quoi faire et où aller. L'eau inondant le passage étroit ne faisait qu'augmenter, sans échappatoire sûr. La vérité troublante, c'est qu'il avait rien qu'il pouvait interférer. Dave avait conduit les autres dans ce même tunnel exigu, espérant devancer le débit d'eau croissant. En progressant dans Far Marathon, ils ont fait face à la même réalité dévastatrice que leurs amis venaient de confronter. L'eau était trop haute. Ils se sont tournés pour élever leur visage au-dessus de l'eau montante, cherchant les moindres poches d'air, mais il était clair qu'il n'y avait aucune échappatoire à ce piège. John Ogden était probablement le dernier dans le tunnel et a entendu les cris désespérés de ses amis, lui disant de faire demi-tour. Réalisant qu'il n'y avait aucune issue, il a poussé avec ses mains pour glisser son corps en arrière, utilisant ses pieds pour soulever son poids. Il ne lui restait que peu de temps pour agir avant d'être lui aussi totalement submergé par l'eau. Il a trouvé une petite fissure au-dessus de lui, où il s'est faufilé pour prendre une dernière bouffée d'air. Peut-être que l'eau cesserait de monter et qu'il trouverait un refuge dans ce petit espace d'air. L'espace était trop étroit pour s'y glisser, mais dans sa lutte frénétique pour survivre, il a coincé son corps et son visage dans la fente exiguë. À l'extérieur de la grotte, une opération de sauvetage débutait. Il était clair que l'entrée de la grotte était complètement bloquée par un lac d'eau, mais il restait l'espoir que les hommes aient trouvé une cavité sûre ou attendre jusqu'à ce que le niveau de l'eau baisse. Les sauveteurs sont venus en force. Des centaines de bénévoles ont aidé à barrer l'entrée et à installer des pompes pour tenter d'évacuer l'eau à l'embouchure de la grotte. Cela abaisserait le niveau d'eau à l'intérieur, ouvrant des passages sécurisés pour circuler. Dimanche après-midi, un jour après l'entrée des hommes dans la grotte, les secouristes ont finalement atteint Far Marathon. Ils ont crié plusieurs fois pour avertir les hommes que le passage était dégagé et qu'ils pouvaient leur redescendre de leur chambre d'attente en hauteur. Ce n'est que lorsque 2 paires de jambes ont été aperçues dépassant de la crête du tunnel que la sombre réalité a été révélée. Ces 2 corps étaient Jeff et Michael qui avaient soulevé le haut de leur corps sur une crête le long du passage pour essayer d'accéder aux dernières bouffées d'air. La réalité de la situation a été complètement dévastatrice pour les sauveteurs qui s'accrochaient à un mince fil d'espoir que ces spéléologues expérimentés aient pu trouver le salut dans une poche d'air. Les corps de 5 hommes ont été découverts un par un. Le corps de John Ogden ne serait retrouvé que 2 jours plus tard. Il s'était si agressivement coincé dans la fissure au-dessus qu'il a fallu des dizaines de passages pour trouver ses restes tordus. Les 6 hommes se sont noyés dans une crue soudaine inévitable qui a rempli toute la caverne d'eau. La grotte a été fermée après cette tragédie et demeure le lieu de repos final pour les 6 hommes. En 1970, des amis de spéléologues en Tresse sont entrés dans le système fermé pour déplacer les corps vers une chambre supérieure. Elle était renommée le sanctuaire.